Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Merci à toutes et tous. J'ai juste changé le titre, en fait, de la conf. Attendez, j'ai une zappette. Ouais, c'est bon. Merci. Allez. Si j'appuie. Oui. Pour moi aussi, c'est un moment particulier. Comme j'ai écrit, le calendrier de la vie a fait que je me retrouve ici face à vous, bien évidemment. C'était pas si évident que ça, parce que quand Julien m'a sommé vite, envoie ton diaporama, en début de semaine, je ne savais pas encore si j'allais pouvoir venir, parce que là, en effet, la semaine dernière, j'étais au concert de Jarre, et qui était un des plus grands moments de ma vie, parce que ça faisait 39 ans, donc j'attendais ça, j'ai 53 ans, donc il ne faut jamais désespérer. Et au même moment, j'ai appris ça plus tard, mon père faisait 2 AVC, et voilà, il était entre la vie et la mort, et lundi, il a subi une chirurgie lourde, et je devais faire le diaporama juste après. Et donc, je me suis posé la question, bien évidemment, est-ce que je vais pouvoir être ici aujourd'hui, et est-ce que c'est pertinent pour moi de faire ce diapo et de préparer cette conférence? Manifestement, oui, parce que je suis là. Tout s'est plutôt bien passé pour lui. Néanmoins, il y a une question à un moment, donc comme je vous dis, que je me suis posée, est-ce que j'allais finalement être ici aujourd'hui? Alors, on va explorer ça ensemble, mais ce que j'ai perçu ou ce que j'ai cru percevoir, c'est oui. Et donc, je me suis mis au travail une journée pour préparer la conférence, qui est un thème que je n'aborde jamais, c'est une première. Donc, à la fois, c'est un peu bizarre et, entre guillemets, flippant, parce que je donne des centaines de conférences dans ma vie. Ça fait 17 ans que je fais ça. Et le bonheur, c'est un thème que je n'avais jamais vraiment abordé en soi, parce qu'on ne me l'avait jamais demandé. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même de faire un diaporama et de préparer une conférence sur le bonheur, alors que je ne sais pas si je vais pouvoir revoir mon père, par exemple. Donc ça permet de se questionner et d'aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui est pertinent pour soi et pour les autres. Et j'ai beaucoup apprécié la conférence de Marie juste avant sur l'ikigai, parce que je me suis dit, ben oui, en fait, quand il y a les 4 cercles, la conférence d'aujourd'hui, pour moi, c'est au centre. Même si vous êtes un public très différent de celui dont j'ai l'habitude. Et donc, ça justifie maintenant, si vous voulez, ma décision et de ce que j'ai pu ressentir pour faire cette préparation. J'avais juste besoin, merci, d'évacuer ça pour être à peu près émotionnellement stable pour la suite, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais me présenter un petit peu plus pour vous permettre, après, à la fin, alors l'objectif, c'est une conf que j'ai jamais donnée, comme je viens de vous dire. L'idée, c'est de faire à peu près une demi-heure de blabla, entre guillemets, ça que je vous présente d'émotions. Si vous avez des questions, à un moment donné, la question que vous vous posez, on va se dire, c'est le deal entre nous,
c'est la question pertinente maintenant. Donc notez-la, et à la fin, on se fait un exercice et on se fait une séance de questions-réponses. Parce que si on fait questions-réponses en cours de route, on va exploser le timing, je pense, parce que je parle beaucoup sinon. Voilà. Donc ce que je fais depuis 17 ans, Iris Intuition, c'est 12 personnes au jour le jour qui travaillent. On est à l'origine, et c'est toujours le cas, une entreprise de conseil. On fonctionne comme une boîte de conseil classique. Par contre, tout ce que l'on fait, c'est l'intuition. C'est notre seul sujet central, et ensuite, ça va se décliner dans beaucoup de choses. La prise de décision, la créativité, l'innovation, principalement. Alors on travaille pour des entreprises petite taille, grande taille, des organismes d'État. Dans tous les domaines qu'on peut imaginer, à chaque fois c'est très différent. Notre objectif, c'est de produire de l'information, de créer, si vous voulez, en mobilisant le mieux possible l'intuition pour répondre à des problématiques. Et à la fin donc, de cette heure, un peu avant, l'idée, bien évidemment, c'est de vous embarquer aussi dans quelque chose de ce style. Ça ressemblera fortement à comment nous on fait, pour vous permettre aussi d'aller chercher de l'information pour vous-même. Alors on travaille dans l'archéologie, l'agroalimentaire, le judiciaire. Ah oui, on a été expert judiciaire, notamment, donc intuitif légiste, ça existe. On est organisme de formation professionnelle et on donne des formations pour tout public. On donne à peu près entre 80 et 100 formations par an. Et c'est très important pour moi de vous le poser ici, même si ce n'est pas l'objet, mais de temps en temps il y aura des petites parenthèses scientifiques. Alors j'ai un doctorat en intelligence artificielle, j'en fais toujours, c'est à la mode comme l'intuition. C'est les deux thèmes qui sont à la mode. Donc je crois que je suis à peu près dans mon temps, je suis dans vos timings. Et on a un labo de recherche depuis 6 ans. Et donc tout est sur l'intuition et on a des partenariats avec plusieurs labos universitaires et d'État, le CEA, le CNAM, l'Université Polytechnique Hauts-de-France, 3 labos de Paris 8 et mon préféré, le centre de recherche de la Fédération française de football. Toute ma vie pour en arriver là, et ouais, je suis très content. Alors, parce que de temps en temps, je vais vous montrer des aspects scientifiques, et ça c'est important pour moi, mais je pense que c'est aussi important pour tout le monde, puisque l'intuition, je vais vous donner bien sûr la définition, chacun a sa définition, mais sachez que l'intuition, aujourd'hui, les publications scientifiques sont en plein boom. Alors il y en a depuis une centaine d'années, mais la courbe fait vraiment ça. Et notamment, je crois en cadre de doctorat, et il y a un des thésards qui a fait des recherches spécifiques là-dessus, et aujourd'hui, on est largement à plus de 100 000 publications scientifiques sur le sujet. Donc la connaissance, elle est juste immense, et même si j'ai la chance d'être dans le domaine qui est celui qui m'intéresse vraiment, et de passer des jours, parfois des nuits sur le sujet, jamais, c'est impossible, je n'arriverai à connaître tout ce qui se publie, et personne n'y arrivera. Donc c'est un champ, sachez-le, qui est immense. Et les connaissances qu'on a sur l'intuition aujourd'hui sont immenses et extrêmement pointues. Alors il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore, certainement plus qu'on ne connaît pas encore que ce qu'on connaît, mais on a beaucoup d'infos. Alors, il y a 2 moyens de connaître, en tout cas c'est ma façon de voir les choses, 2 moyens de connaître quelque chose. Je suis un scientifique, donc celui qui va m'intéresser en premier lieu et qui est le plus objectif de tous, c'est la recherche scientifique, notamment à chercher des vécus par des études, des expériences, des vécus auprès de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes, et de faire des analyses, notamment statistiques. Et bien évidemment, le deuxième, c'est le vécu intérieur personnel de chacun d'entre nous. C'est le moyen d'accès à l'information que nous avons tous, en fait. On peut se leurrer parfois un peu parce que l'on vit, néanmoins, c'est une source d'information première. Par exemple, on peut se dire parfois, tiens, j'ai une intuition, mais qui nous garantit que c'en est une, par exemple. Mais néanmoins, on a un vécu associé et on va pouvoir aller creuser ce vécu. Alors, mini-sondage. Alors, j'ai marqué fermer les yeux, mais je n'étais pas du tout obligé. Fermer les yeux, vous comprenez, c'est évident, ça permet
d'aller chercher à l'intérieur de soi, un peu plus facilement pour la plupart d'entre nous, du vécu kinesthésique. Et ça va aider à choper des réponses. Alors, je vais vous poser 3 questions. Alors c'est vrai qu'on aurait pu continuer à se lever, ça m'a bien fait rire tout à l'heure, c'est génial, je vais repiquer cette idée. Mais là, vous pouvez tout simplement lever la main si vous voulez, pour chacune de ces questions. Donc, avez-vous déjà su quelque chose sans savoir comment vous savez? C'est la première question. Ok, merci. Et suite à cela, si vous avez répondu oui, mais c'est globalement, c'est une grande majorité, avez-vous agi en adéquation? C'est-à-dire, avez-vous suivi cette intuition, si c'en est une, voilà, notamment, par exemple, une décision prise sur un pressentiment? Est-ce que vous avez suivi ce qui ressemble à une intuition ou ce qui est une intuition? Ok. Alors, merci pour ce partage. Par contre, je sais que les personnes qui n'ont pas levé la main sont des menteuses, mais c'est pas conscient. Enfin, j'espère. Parce qu'en fait, on montre, et c'est très facilement mesurable physiologiquement, notamment avec des petits capteurs, des électrodes. On sait qu'on vit ce type de phénomène intuitif qui nous permet de mieux prendre des décisions à chaque instant de nos vies, mais littéralement à chaque instant. Le truc, c'est qu'on ne conscientise pas ce que l'on vit. Et quand on va mobiliser cette capacité que nous avons, et qu'on va l'utiliser donc pour prendre des décisions, c'est parce qu'en fait on a conscientisé quelque chose. Mais de nouveau, sachez que chacun d'entre nous, à chaque instant, on vit des phénomènes et des moments intuitifs qui s'expriment dans notre corps et c'est mesurable. C'est la question inverse de tout à l'heure, mais c'est pas forcément la même personne. Vous est-il arrivé de ne pas écouter cette petite voix intérieure? Normalement, tout le monde doit lever la main d'après ce que j'ai dit. Et ça, c'est une question subsidiaire. Et de vous dire que ça aurait pu être mieux si vous l'aviez fait et qu'est-ce qui se serait passé, en fait, si on va un peu plus loin. Ces questions-là, vous pouvez vous les poser n'importe quand. C'est simplement, déjà de base, d'aller rechercher le vécu intérieur qui est associé à ces moments. Il y a forcément un vécu intérieur. Quand je dis un vécu intérieur, c'est un ressenti kinesthésique. Ah oui, je ne l'ai pas mis dans les diapos, mais une clé qui peut être importante dans la vie de tous les jours, ce qu'on appelle du ressenti, c'est ni plus ni moins que du mouvement qui est conscientisé. Je vais le redire. Quand on fait un mouvement, quand ce mouvement est conscientisé, c'est ce qu'on appelle du ressenti. J'ai l'intention de lever le bras, je lève le bras. Si je suis attentif à comment ça fait en moi, je vais avoir le ressenti de comment ça fait de lever le bras. Ok ? Quand on a des intuitions, tout d'abord l'intuition va se manifester dans notre corps par des micro-mouvements, la plupart du temps. Et quand ils sont un peu plus macro que micro, c'est là où on va conscientiser les choses. Et c'est là où on va se dire, tiens, j'ai un ressenti, par exemple du pressentiment. Donc soyez attentifs et attentifs à comment ça fait à l'intérieur de vous, et surtout ce qui se met en mouvement à l'intérieur. Par exemple, vraiment ce qui est classique, le ressenti des tripes, c'est ni plus ni moins que l'estomac et les intestins qui déclenchent des micro-mouvements. Une question un peu plus ouverte, selon vous, qu'est-ce qui vous rend profondément heureux? Et surtout, c'est ce qui nous intéresse ici, comment le savez-vous? Allez-y. Non? Alors, je ne sais pas si je sais répondre à la question qu'est-ce qui me rend profondément heureuse. Mais Oui. en tout cas, quand je me sens bien, Ouais. je le sens à l'intérieur. Ok. Il se passe vraiment des choses. Ouais. C'est vrai que la première question, en fait, on s'en fiche. C'est la deuxième, parce qu'en fait, la première, on n'est même pas sûr d'avoir la réponse. Même si on a suivi l'ikigai juste avant, ça va aider. Mais voilà, elle sert juste à déclencher, en effet, la deuxième question. Comment le savez-vous? Et notamment, si oui, de nouveau, ça déclenche des micro-mouvements dans le corps, voire des macro-mouvements. Et ça va nous dire, entre autres, c'est beaucoup plus riche que ça, on va voir, mais ça va nous dire, entre autres, oui, c'est ça. Ou alors, non, ce n'est pas ça. Quand j'étais enfant, mon premier moment dont j'ai le souvenir qui est intuitif et qui est orienté de la vie,
J'avais, je sais pas, une dizaine d'années, je regardais la télé, il n'y avait qu'une seule chaîne en noir et blanc à l'époque. C'est limite flippant quand on dit ça. Et bien sûr, tube cathodique. Et en fait, je voyais un gars en blouse blanche devant une grosse machine et ça tournait. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Et je suis allé voir ma mère à la cuisine et je lui ai dit viens voir, il faut que tu m'achètes ça. Et elle ne savait pas non plus ce que c'était. Elle écoute un peu, puis c'est un ordinateur. Ah, ok, plus tard, tu m'achètes ça. Et 3 ans plus tard, les micro-ordinateurs ont commencé à se mettre sur le marché à un coût assez raisonnable. Et c'est comme ça que ma vie d'informaticien a démarré. Quand je faisais mon doctorat, c'est un deuxième événement. Ça faisait 6 mois qu'on travaillait je travaillais sur des simulations en fait, du comportement humain dans la prise de décision en situation de haute incertitude. Et il fallait avant minuit envoyer un article pour faire une conférence. Je ne sais plus si c'était en Chine ou aux États-Unis, peu importe. Et moi, je voulais absolument faire cette conférence parce que à l'époque, je voulais beaucoup voyager et ça m'a permis de beaucoup voyager. Et la simulation sur laquelle on travaillait ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que le modèle, tout le programme existait, tout était déjà écrit. Par contre, il y avait une matrice avec des nombres dedans. Et une matrice marcherait et les autres ne marcheraient pas. C'est-à-dire qu'une matrice qui marche, vous mettez ça dans le système, et ça fait que le système informatique, intelligence artificielle, fonctionne comme un être humain, c'est-à-dire simule l'activité humaine dans cette prise de décision. J'espère que c'est à peu près clair ce que je raconte. Et en fait, on rentrait les chiffres, mais ça ne correspondait pas à ce que les êtres humains feraient, quoi. Vous voyez, donc ça ne marchait pas. Et on était à peu près 20 heures, tout le monde au bureau s'était barré, et puis moi, je restais seul, il fallait que j'envoie le truc avant minuit, mais ça ne marchait toujours pas. Et là, j'étais à l'Institut national sur les recherches du transport et la sécurité. Et dans mon bureau, il était semi-enterré. C'est-à-dire que quand je me retournais, que je voyais la fenêtre, je voyais de l'herbe, le gazon, si vous voulez, la pelouse était à hauteur de regard. Et là, je me mets là, tout seul, et je me mets comme ça, puis je fais « Ouais, tu vas regarder l'herbe comme petit scarabée dans la série Kung Fu. Seuls les plus anciens peuvent connaître. Et quand tu vas regarder le brin d'herbe, petit scarabée, tu vas voir la solution qui apparaît. » Et c'était vraiment une grosse déconne, si vous voulez, vraiment. Et je regarde, et là, dans ma tête, il est apparu une matrice avec des nombres. Je me suis retourné, j'ai noté, j'ai rentré dans le système et ça a fonctionné. Et ça m'a permis de faire le tour du monde, de faire une quinzaine de conférences partout, d'avoir mon doctorat et de vivre ma vie ensuite. Donc ça, c'est un grand moment. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, en fait? Comment ça fonctionne, ce truc-là? Et là, on est bien au-delà d'un oui-non ou de j'y vais pas. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus riche et plus complexe. Et de nouveau, on dit tous ce type de phénomène, encore faut-il en avoir conscience. Et quand on en a conscience, encore faut-il se rendre compte que c'est intéressant. C'est-à-dire que ce qui se passe souvent, c'est qu'on va filtrer, voire censurer ces vécus. Parce que c'est irrationnel. Comment ça se fait que j'ai ce truc-là? La mise en scène, si vous voulez, que j'ai créée, c'est vraiment une déconne, c'est juste une blague. Et pourtant, il y a quelque chose et ça a marché. Donc le cerveau analytique aurait une tendance naturelle, on comprend, de censurer cette information et même de ne pas tester dans le système. Vous voyez, ah, c'est marrant, j'ai eu des nombres et c'est tout. Donc mon objectif ici, c'est de vous emmener vers une confiance en vous et une prise de conscience que chaque jour, vous vivez plus ou moins. Alors ça peut être des petites choses et des choses très importantes, mais votre intuition qui vous donne de l'information et qui vous dirige quelque part. Et c'est quelque part à l'intérieur de vous, et c'est votre vie qui se crée. Et l'intuition, c'est un raccourci. Alors ces moments ont changé ma vie, l'orienté vers qui je suis aujourd'hui, et ce que je fais et peux apporter au quotidien. Toute ma vie, c'est essayer de comprendre ce qui se passe à ce niveau, et de partager. Ils m'ont apporté joie, confiance et sérénité, et élan vers l'avenir. Il y a Michael Ray, il est à la retraite aujourd'hui, mais c'est un prof à Stanford, le cours d'intuition, et il disait « l'intuition nécessite action ». Une conférence de ce matin, ça c'est revenu aussi. C'est-à-dire que dès qu'il y a une intuition, plutôt que de
censurer, filtrer, de douter, action. Et ça permet de confronter cette information au monde réel, et ça permet d'avancer d'une manière ou d'une autre. Je vous pose la question ouverte, et puis on verra tout à l'heure si vous avez envie de partager des choses. Et vous, quel monde de conscience intuitive ont guidé votre chemin? Comment se sont-ils exprimés en vous? C'est la même question que tout à l'heure, plus ou moins, mais avec quelques infos en plus. Alors oui, moi, je suis un fanatique du dictionnaire, et donc j'ai regardé dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est que le bonheur. Sinon, je ne peux pas travailler, en fait. Alors, le Robert, notamment, nous dit que c'est un état de la conscience pleinement satisfaite. C'est une sensation durable de plénitude et d'harmonie avec soi-même et le monde. Donc, de nouveau, c'est un état interne et un état de conscience, notamment. Définition de l'intuition. Celle-là, je la connais par cœur, mais j'ai quand même à la lire. Connaissance immédiate de la vérité qui ne fait pas appel au raisonnement ni à l'expérience. Bon, là, j'ai pris le Larousse, mais dans tous les discours, c'est globalement la même définition. Ce que ça nous dit ici, c'est que l'intuition, c'est une capacité qui nous apporte de l'information. Comme le raisonnement nous apporte de l'information. Comme la perception sensorielle directe. Par exemple, si je marche, comment ça fait sous mes pieds, là, j'ai une information sensorielle directe. Mais l'intuition, elle a une particularité, c'est qu'elle ne repose pas sur de l'acquis, l'expérience, du déjà vécu, pour produire une nouvelle information intuitive, et elle ne fonctionne pas comme le raisonnement, c'est écrit dedans. Donc ça veut dire que par définition, l'intuition est non raisonnée, donc elle est irrationnelle. Et ce que ça nous dit profondément, c'est que l'intuition nous apporte de l'information sans faire de lien logique entre ce que nous connaissons déjà. C'est-à-dire que l'intuition, quand elle va nous apporter, par exemple, du vécu interne, ou des images, ou des sons, etc., parce que l'intuition peut s'exprimer de toutes ces manières, elle le fait sans s'appuyer sur notre environnement immédiat et sans s'appuyer sur notre expérience, c'est-à-dire sur notre vécu antérieur, sur nos souvenirs, et sans faire de lien logique entre ces informations. Alors l'intuition est non raisonnée, mais on peut raisonner sur l'intuition. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas rationnel qu'on ne peut pas rationaliser. Sinon, la biologie, l'anthropologie, la sociologie, l'économie, tout ça, ça n'existerait pas. Parce que ça, ce n'est pas totalement rationnel. L'être humain n'est pas totalement rationnel, par exemple. Sinon, ça se saurait. Donc, c'est un savoir intrinsèque, si vous voulez. On sait qu'on sait, mais on ne sait pas comment on sait. Et surtout, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire comme il n'y a pas de lien logique, il n'y a pas de chaîne causale, on ne peut pas remonter de l'intuition qu'on vient d'avoir à ce qui a permis de générer cette intuition. Et si vous arrivez à remonter la chaîne, c'est que ce n'est pas de l'intuition. C'est du raisonnement. Alors le raisonnement, à la base, il peut être conscient ou inconscient. Entre guillemets, c'est une source mystérieuse. On ne peut pas remonter à la source de ce savoir car elle vient de nulle part, si ce n'est de l'intérieur de nous. Il est sans fondement logique, donc c'est une information qui ne s'appuie sur aucun processus analytique en amont. Je fais des bons, parce qu'on pourrait passer des jours sur ces notions. L'intuition n'est pas un don, et encore moins un don mystique, c'est une capacité naturelle, humaine et surtout cultivable. On sait aujourd'hui que tout le monde est doté d'intuition, tout le monde utilise son intuition, tout le monde a une intuition qui tourne en permanence. Et on connaît aujourd'hui, grâce aux études dont j'ai parlé tout à l'heure, on sait aujourd'hui quels sont les facteurs favorisants, quels sont les facteurs défavorisant l'émergence et l'usage de l'intuition, ce qui fait que si on met ces facteurs bout à bout dans un ordre chronologique que l'on connaît, en fait on peut apprendre comment faire meilleur usage de notre intuition pour prendre de meilleures décisions et pour être plus créatif. Alors, de nouveau je fais un bond. Comment la mobilisation consciente de l'intuition nous rend plus heureux? C'est une question qu'on peut se poser, bien évidemment, et qui me semble dans le sujet de cette conférence. L'intuition mène à des décisions plus alignées. Elle réduit le doute et l'hésitation. Ben oui, si j'ai de l'information et que je l'exploite, clairement, ça va réduire mon doute et mon hésitation. Si vous voulez, c'est une façon de le dire. Dans notre civilisation, dans notre culture, dans notre système éducatif, etc., surtout en France, c'est le pays le plus fort là-dedans, on va dire, on axe beaucoup les choses sur le raisonnement.
On dit le pays de Descartes, cartésien, etc. D'ailleurs, Descartes n'était pas cartésien dans le sens qu'on entend aujourd'hui, puisqu'il parle notamment de l'intuition. Mais passons. On va utiliser notre raisonnement pour acquérir de l'information et prendre des décisions. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on marche un peu sur une seule jambe, alors qu'on en a une deuxième, c'est notre intuition. Et si on marche sur nos deux jambes, clairement, on est plus pleinement nous-mêmes et on va être aussi plus efficace et performant dans ce que l'on fait. Par ailleurs, une décision intuitive amène sérénité, parce que ce qui est au-dessus, quoi, entre autres. On rumine moins, on avance plus. L'intuition ne garantit pas le bon choix au sens extérieur. D'ailleurs, il faudrait définir ce que c'est qu'un bon choix. Mais le choix qui nous correspond profondément ici et maintenant aussi dans son impact à venir. Elle nous indique des directions qui ont du sens personnel, pas forcément logique, mais profond. Elle évite les regrets liés au choix fait par devoir, par raison, par peur. L'intuition, on va le voir aussi un peu, elle va venir chanter les émotions. L'intuition n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas dans la définition, mais les intuitions peuvent générer des émotions, et les émotions peuvent nous aider à prendre conscience de notre intuition. Vous avez suivi tout ça là, ouais? L'émotion, en fait, joue un double jeu avec nous. Quand on va avoir beaucoup d'intuition, ça va générer des émotions. Donc ça va être un indicateur pour nous dire, tiens, je suis peut-être en train de vivre quelque chose. Comme quand on perçoit beaucoup de choses, on a vu ça ce matin. Quand on perçoit beaucoup de choses, ça va avoir tendance à nous générer des émotions. On va réagir à ce qu'on perçoit. Et par ailleurs, je vais dire ça, les émotions peuvent un peu filtrer ou tordre ce qu'on perçoit intuitivement. Comme dans la vie de tous les jours, hein, les émotions, ça peut être un petit peu pénalisant, sur le coup. Je vous montrerai tout à l'heure un QR code si vous voulez télécharger l'appli qui est gratuite pour jouer. Une expérience très rapide. Une expérience de Tel Aviv, l'université de Tel Aviv, il y en a plein des comme ça, des expériences. Vous avez un écran et vous avez deux séries de nombres qui s'affichent à droite et à gauche. Je vous invite à jouer chez vous ou sur votre smartphone plus tard. Et en fait, les nombres s'affichent sur l'écran de manière très rapide. Et l'idée, c'est de savoir, est-ce que les nombres qui s'affichent dans la colonne de gauche, c'est supérieur, la somme ou la moyenne, est supérieur au nombre qui s'affiche dans la colonne de droite. Ça va, il y a plein de nombres qui s'affichent. Est-ce que les nombres sont supérieurs à gauche ou à droite? Le truc ludique, c'est que plus on réussit, plus il y a de nombres et plus il défile vite. Les résultats sont très étonnants. Quand 6 paires sont présentées à une fréquence de 2 par seconde, le taux de réussite est de 65%. Quand 24 paires sont présentées à une fréquence de 4 par seconde, le taux de réussite est de 90%. En fait, plus c'est difficile, plus c'est facile. C'est une façon de montrer que le raisonnement, il n'est pas au top et qu'il y a autre chose qui se joue par ailleurs. D'ailleurs, si on ne montre pas du tout les nombres, c'est-à-dire que les nombres sont tirés au sort mais ne sont pas affichés, on fait un score qui est supérieur à 50%. Donc même à l'aveugle, ça fonctionne. Moins on peut analyser, mieux c'est, manifestement. C'est-à-dire que dans les situations de incertitude, d'urgence, de saturation d'informations, voire de cécité, en fait, on est quand même efficace dans la prise de décision. Je vous laisse scanner ça si ça vous dit, puis après je crois que vous recevrez les vidéos et vous pouvez chercher sur internet, vous allez trouver. Ça c'est une petite appli qu'on a déclinée pour la fédé de foot et d'autres choses, mais ici c'est la version pour un manga qui s'appelle Blitz, et qui est sur les échecs et l'intuition. Alors le parrain sur les échecs c'est Garry Kasparov, et puis j'ai eu la chance de faire tout ce qui est lié à l'intuition. Et donc on a développé un petit jeu associé au manga pour que les ados s'entraînent, mais les adultes peuvent aussi s'entraîner. Mais les enfants sont meilleurs que les adultes. Allez, j'avance. L'intuition, par ailleurs, ouvre à la créativité et à la nouveauté. Comme je vous dis tout à l'heure, c'est le gros de notre travail. Parce que l'intuition connecte à des idées inédites, des solutions inattendues. Quand on raisonne sur quelque chose, comme on fait des liens logiques, on fait des liens entre ce qu'on connaît déjà, quelque part, on ne peut pas sortir de la boîte. On tourne en rond d'une certaine manière au bout d'un moment. L'intuition, elle se dégage de ça puisque c'est du non-raisonnement. Donc elle permet d'être plus créatif.
Et la création est source d'ouverture à soi et au monde, et donc source de joie. Donc c'est une manière de montrer, très directe, que l'intuition et son usage amènent vers le bonheur. Quelques exemples vécus. Alors ça c'est moi, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais tout jeune, on va dire, quand j'étais en formation aux États-Unis auprès des formateurs militaires américains du renseignement. Alors les techniques intuitives sont issues à la fois du monde militaire et à la fois du monde civil, donc de laboratoire et puis de l'armée, et surtout dans le renseignement. D'ailleurs, un des doctorats que je co-encadre, c'est dans le domaine du renseignement, et l'autre d'ailleurs est dans le domaine du judiciaire. Alors ici, c'est important de dire, vous voyez sur la gauche un croquis que j'ai fait moi à l'époque, et qui est le croquis assez schématique, mais on reconnaît du lieu qui est à droite. C'est que le lieu est tiré au sort plus tard, après l'exercice. C'est-à-dire que l'exercice est réalisé à l'aveugle. Donc c'est un acte de créativité pure, si vous voulez. Vous pouvez voir ça comme ça. Et donc ce que j'ai commencé par percevoir dans cet exercice, c'est tout d'abord une mise en mouvement pour se dire « je suis ici et maintenant dans ce lieu, sur ce lieu, comment ça fait en moi ?» Et ce que j'ai senti, c'est que ça me traversait. Je sentais comme si c'était de l'eau qui me traversait. Et en fait, je me suis dit, je suis sous un robinet. Et aussitôt après, c'est mon intellect en fait qui me dit, je suis sous un robinet, parce que j'essaie de comprendre ce que je suis en train de vivre. Mais comme juste avant, je me suis dit, je suis ici et maintenant sur ce lieu à taille humaine, je ne pouvais pas être sur un robinet, sous un robinet, pardon, vous comprenez? Et donc j'ai continué l'exercice, et là c'est la page 5, c'est la page de croquis. Alors ce type d'expérience, si vous ne connaissez pas, tout ça c'est publié scientifiquement, il y a des analyses, il y a des méta-analyses, il y a tout ce qu'il faut. Ça c'est un autre exemple, tout à l'heure on parlait du concert de Jarre où j'étais avec Marie-Estelle à Bruxelles, et ça c'est un exercice de Marie-Estelle qu'elle a fait quand on était stagiaire. Ça c'est une autre stagiaire qui venait de Suisse, et qui n'aimait pas la pâte à modeler. C'est-à-dire qu'à un certain stade, on utilise la pâte à modeler pour modéliser en fait le lieu solution de l'exercice. Personne ne connaît la solution à ce moment-là quand l'exercice se fait. J'espère que je me fais bien comprendre là-dessus, parce que c'est un point essentiel. Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas le lieu cible, le lieu solution? C'est pour éviter que notre intellect se fasse des films, pour éviter de raisonner. Donc en fait, on ne donne rien à manger à notre esprit analytique. Donc on est en aveugle, c'est-à-dire en condition de laboratoire, si vous voulez. Ça, c'est au bout de 2 heures d'exercice, et donc la stagiaire, la personne, elle n'aimait pas utiliser la pâte à modeler, parce qu'à la fin de l'exercice, on modélise en 3D avec la pâte à modeler. Elle se dit non, mais j'aime pas, ça colle, ça pue, tout ça. Donc je dis, ben, on va prendre des Legos. Et donc le lieu, comme vous voyez en haut à gauche, c'est la triple écluse de Gatun au Panama. Et vous voyez ce qu'elle a modélisé avec les moyens du bord, en dessous et puis en haut à droite. Et on voit les triples écluses. Ça, c'est la direction d'innovation de la Société Générale. Alors, ces trucs-là ont 15 ans, hein, mais c'est des moments qui m'ont marqué, donc je les garde toujours comme exemple. Là, ici, l'idée, c'était de percevoir et de décrire pour le service innovation de la Société Générale. Ils voulaient créer une nouvelle montre qui fait des micro-paiements. Ils me disent, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est banal, mais à l'époque, ça n'existait pas. C'est-à-dire une montre, bip, vous faites des paiements. Et dans la salle, il y avait 8 personnes. Les 8 personnes de la Société Générale venaient d'autres services et ne savaient rien, hormis qu'on était dans une journée de créativité et qu'on allait créer, imaginez si vous voulez, un objet. Et à la fin, au bout de 6 heures, voilà ce qui est sorti. Alors l'exercice qu'on va se faire tout à l'heure, il va vous faire vivre un peu ça en version accélérée. Donc on voit des croquis et on voit ici la pâte à modeler de forme circulaire. C'est parce que quand j'ai demandé, mais l'objet mystère, l'objet qu'on est en train de créer, quand vous l'utilisez, le geste que vous faites, il est comment? Et il y a un gars qui a fait comme ça. Et il a ressenti que c'était autour du poignet, donc il a fait ça en pâte à modeler. Et le monsieur à côté, donc j'ai pas la photo, mais le monsieur à côté, pour ça je m'en souviens beaucoup, ça m'avait beaucoup fait rire et j'ai failli cramer l'exercice, on va dire.
c'est que lui avait fait un disque orange en pâte à modeler sur son poignet. Et les deux se regardaient et se disaient « mais je comprends pas pourquoi toi t'as ça et moi j'ai ça ». L'intuition apporte une meilleure connaissance de soi par ailleurs, une relation plus fine à soi-même. Ah oui, parce que si on s'écoute mieux et qu'on sait mieux ce qui se passe à l'intérieur de soi, notamment quand on utilise notre intuition, en fait on acquiert une meilleure connaissance de soi-même. Elle nous reconnecte à notre ressenti corporel, à nos élans profonds, à nos signaux subtils. C'est une forme d'écoute intérieure qui renforce la clarté sur ce qu'on ressent, veut ou ne veut plus. Elle éclaire ce que nos émotions de freinants ou de porteurs et nous permet de les mettre de côté ou d'en tirer parti. Elle met également en lumière et apaise fortement nos ruminations, nos pensées analytiques qui peuvent être stériles ou trompeuses. Alors rapidement j'explique ça, et dans l'exercice on fera un chouïa, mais quand on veut mobiliser notre intuition, on va notamment mobiliser nos sens, on va s'interroger, tiens les couleurs de l'objet par exemple qu'on veut créer, les couleurs sont comment, les textures sont comment, les formes sont comment, etc. Et donc ça, on interroge le sensoriel, on interroge le corporel. Si on a une idée d'objet qui nous vient à l'esprit, c'est une interprétation, c'est une projection. On est en train de vouloir deviner ce que c'est. On sort du « c'est comment ». Okay, mais quand on fait ça, c'est donc notre esprit analytique, notre intelligence raisonnée, ce n'est pas ça que l'on veut à ce moment-là. Et on va s'en rendre compte parce que ça ne répond pas à la question qu'on s'est posée. Si on se dit « la couleur est comment » et que tout d'un coup, on a, je ne sais pas, valise qui nous vient à l'esprit, valise ne répond pas à la question, et donc on va mettre de côté cette information, et donc en faisant ça, on prend plus conscience de ce que l'on vit, de comment on génère les idées, et on va trier ce que l'on vit pour rester vraiment dans le chemin qu'on veut suivre. Un exemple, j'en ai parlé un petit peu, le pressentiment est un phénomène où notre corps réagit à un événement avant qu'il ne se produise. C'est un phénomène scientifiquement mesurable, réponses physiologiques diverses, transpiration, rythme cardiaque, dilatation de la pupille, en anticipation, avant quelques secondes avant un événement. C'est-à-dire que si par exemple, vous êtes en voiture, je prends un exemple vraiment banal que beaucoup ont pu vivre à un moment donné, vous êtes en voiture à un carrefour, et tout d'un coup, quelqu'un vous coupe la priorité. Il y a un choc émotionnel, et vous faites votre mieux pour piler, par exemple, vous freiner. Okay, si vous aviez des capteurs sur vous, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondes avant, les capteurs auraient mesuré un événement dans votre corps, des micro-mouvements et donc du ressenti, si c'est conscientisé, mais l'appareil il joue le rôle de conscientisation, si vous voulez, et l'appareil va vous dire quelques secondes avant, danger, alors que le danger n'est pas là encore. C'est-à-dire que ça fonctionne même si le conducteur qui vous grille la priorité, par exemple, était arrêté à un feu rouge, mais lui, il est inattentif, il croit que ça devient vert et il accélère, alors que c'est encore rouge. Okay, votre corps, même avant que la personne n'ait pris la décision de redémarrer et d'accélérer, va vous signaler à l'intérieur de vous danger. Donc on est bien dans une anticipation de ce qui va se produire, même si l'événement n'est pas du tout perceptible encore, car pas existant. Peu importe si la situation est négative ou positive. Ça peut par exemple être un truc super excitant. Les expériences portent sur les deux. Par exemple, quand je dis excitant, c'est pas forcément sexuellement parlant, c'est de manière générale. Si par exemple, j'ai bien aimé ça ce matin, les petites blagues, mais imaginons juste après, à un moment donné, vous rencontrez votre âme sœur. En fait, avant même de rencontrer cette personne, et je vais prendre le même exemple, mais positif, vous êtes dans un couloir du Palais des Congrès et votre future âme sœur arrive, vous ne la voyez pas, vous ne savez pas qu'elle existe, votre corps va vous déclencher. Ouais. Hein? Bingo. Et ça se mesure, c'est objectivable. Ok? Donc soyez attentifs et attentives. L'intuition apporte une meilleure vision du monde et une vie plus fluide. Ben oui, bien évidemment, c'est une conclusion à laquelle on arrive obligatoirement. Quand on suit notre intuition, les événements s'enchaînent avec plus de sens, les synchronicités augmentent.
Alors c'est un mot qui a été évoqué tout à l'heure. Sachez que les synchronicités sont étudiées en laboratoire depuis plusieurs décennies et qu'elles existent et qu'on peut les déclencher à volonté en laboratoire. Et de nouveau, si on sait comment faire, on peut les déclencher à volonté dans la vie. La vie, d'ailleurs, alors Jung le disait déjà, Jung, la personne qui a formalisé la notion de synchronicité, je l'avais très bien compris, tout phénomène synchronistique implique de l'intuition, ne serait-ce que parce que quand on vit une synchronicité, on est au bon endroit au bon moment. Et on ne sait pas pourquoi. Okay, mais on ne peut pas savoir pourquoi, juste avant de vivre l'événement. Et par ailleurs, toute intuition est par définition et par son expression un phénomène synchronistique. Tout phénomène intuitif est un phénomène synchronistique. Ce qui fait que la vie semble collaborer avec nous plutôt que nous résister. Notre chemin est plus simple, évident, enrichissant, joyeux. Je vais être obligé d'accélérer un petit peu. Pardon. Ce que change son intégration au quotidien, l'intuition. Plutôt que de chercher à tout contrôler, on apprend à lâcher le mental à certains moments pour écouter ce qui est et ce qui sera. Vous comprenez bien que l'intuition, elle s'en fiche du temps. D'ailleurs, si jamais vous ne saviez pas, le temps n'est pas ce qu'on croit qu'il est. On ne sait pas ce qu'est le temps, en physique théorique et expérimentale. Morvan Salès, qui est responsable scientifique chez nous, est un spécialiste du temps, un astrophysicien. Le temps, on ne sait pas ce que c'est un des grands mystères. C'est les deux grands mystères, on va dire, aujourd'hui, c'est une façon de voir les choses, mais c'est clairement ça, pour beaucoup de monde, le temps et la conscience. Les deux sont intimement liés. Ce qui est sûr, c'est que le temps n'est pas, ou n'est pas que, ça va un truc, une sorte de flèche qui va du passé vers le présent, vers le futur. D'ailleurs, rien que le phénomène de pressentiment montre que c'est clairement pas ça. Nos choix sont cohérents avec nos valeurs. L'intuition soutient des choix plus cohérents avec nos valeurs profondes. On ne se perd plus autant dans les modèles extérieurs, on devient plus authentique et serein dans ses décisions. Je pense que clairement, là, vous faites plein de liens avec tout ce qui s'est dit depuis ce matin, c'est une évidence. L'intuition apaise le mental et réduit le stress. L'intuition ne demande pas d'anticiper tout, ni de tout expliquer. D'ailleurs, on ne peut pas. Elle invite à faire confiance à un mouvement plus large, à accueillir l'inconnu, à être présent plutôt que constamment à se faire des films. Elle renforce joie, spontanéité et créa. Quand l'intuition est écoutée régulièrement, la vie devient plus vivante, on crée, on ose, on explore avec une sensation de justesse et de liberté. Trois repères concrets. Alors il y en a des centaines, mais c'est les fondamentaux. Pour utiliser votre intuition au mieux, déjà commencez à créer des espaces de silence. Blablabla, blablabla, blablabla. Non. Écoutez le corps plutôt que la tête. Alors l'intuition se manifeste aussi dans la tête, mais tout d'abord dans le corps. On l'a dit plusieurs fois déjà. Alors cette phrase est très puissante, je ne vais pas la développer, mais je vous laisserai méditer dessus. Posez de vraies questions, parce que souvent on ne se pose pas les vraies questions. Quand je dis les vraies questions, c'est pas dans un sens métaphysique, c'est-à-dire les questions qu'on a envie de se poser et auxquelles on vous donne des réponses. Souvent, on formule très mal les questions. Et souvent, on ne se questionne pas vraiment sur ce quoi on voudrait se questionner. C'est un lieu commun. Mais... Et ensuite, s'ouvrir aux vraies réponses. L'intuition nous guide et nous emmène vers là où c'est juste et pertinent pour nous d'être. L'intuition est objective. De nouveau, je répète, c'est mesurable dans la prise de décision, entre autres. Elle ne garantit pas l'absence d'effort. Ça fait 17 ans que je cravache, vous voyez, je ne suis pas encore un Bouddha. Hein, mais elle augmente la sensation d'être à sa place, même dans les passages difficiles. Alors oui, développer son intuition, c'est apprendre à mieux décider, c'est aussi, et peut-être surtout, apprendre à mieux vivre. Exercice, les amis. Ceux qui dorment, il est temps de se réveiller. Vous avez un petit carnet de notes, un petit crayon, ou sinon vous avez votre smartphone et des petits doigts pour tapoter. Alors,
cet exercice, c'est vraiment un classique. En même temps, j'ai fait un petit twist. Dans le sens où c'est un exercice qu'on a pu faire chez nous pour des scénaristes. Et là, je me suis dit, tiens, on va scénariser notre vie, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qui va nous permettre de percevoir notre futur, en tout cas par bribes. Et nous donner un moyen de reconnaître, d'objectiver que ce qu'on a fait était réel, juste après l'exercice, et quand on vivra ce futur, d'objectiver de nouveau que c'était bien réel. Dit autrement, l'idée c'est d'utiliser l'intuition pour à la fois percevoir et créer notre futur, un moment en tout cas de votre futur à chacune, chacun, et de vous donner un petit indice pour vous dire « Ah ouais, c'est ça que j'ai vraiment fait ». Alors, écoutez-moi bien. Je vais vous poser des questions et vous allez répondre à ces questions du mieux que vous pouvez et vous allez noter les réponses sur votre petit carnet. Ça va? Moi, je vais jouer le rôle de votre intellect. Moi, je pose des questions. Ce sont principalement des questions sensorielles et vous allez noter les réponses. C'est-à-dire que vous allez noter tout ce qui vient à l'intérieur de vous. Et je vais vous demander, je vais vous guider en fait pour percevoir un événement de bonheur plus tard. Okay? Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est différent quand même. C'est pas le moment idéal, c'est vraiment objectivement un moment qui existe déjà dans votre futur. Le futur existe déjà. Ce qui ne veut pas dire que c'est figé, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Prenez comme posture d'esprit, si vous préférez, que ce moment dans votre futur existe déjà et que vous allez le percevoir, ne serait-ce qu'un temps soit peu. Par ailleurs, c'est là où il y a un petit twist et qu'il faut me suivre, j'ai dans mon sac un objet mystère. Cet objet, je vous le montre à la fin de l'exercice. Ça dure 5 minutes, ok? Exercice intuitif. Je vous montre l'objet à la fin. Ce qu'on va faire, c'est décrire d'abord l'objet mystère et ensuite décrire cet objet ou un objet qui ressemble dans ce moment futur de bonheur que vous allez vivre. Vous me suivez? Quand vous allez vivre... Écoutez ce que je dis. Et par ailleurs, si vous ne comprenez rien à ce que je raconte, c'est pas grave. Le moment cible que vous allez décrire intuitivement, que vous allez vivre, décrire intuitivement, donc un moment futur de votre futur, chacune, chacun, c'est pas le même moment, on est d'accord? Sauf si vous êtes ensemble à ce moment-là. À l'intérieur de ce moment que vous allez vivre, se trouve un objet qui attirera votre attention à ce moment-là. Cet objet déclencheur, comme on dit, ressemble à celui que je vais sortir de mon sac. Oui? C'est un pari que nous faisons tous ensemble. Mais je peux vous dire que ça marche. Voilà. C'est-à-dire que ma boîte est ouverte dans un jour, dans un mois, dans un an, dans 5 ans. Écrivez-moi pour raconter ce que vous avez vécu à ce moment-là futur. On est d'accord, ça marche? Muy bien. Allez. Avec votre main ou vos mains, quand vous touchez l'objet, quand vous passez la main, la texture que vous percevez, elle est comment? Notez comment ça fait au niveau de la texture quand vous passez la main sur l'objet. Notez ce que vous ressentez. De nouveau, avec votre main ou vos mains, quand vous soupesez l'objet, ça fait comment au niveau du poids, de la masse, de la densité? Ça fait comment? Notez. Maintenant, écoutez. L'objet peut-être qu'il produit du son, peut-être pas. Vous pouvez tapoter dessus, vous pouvez le secouer. Vous pouvez frotter, j'en sais rien, le manipuler. Le ou les sons que vous percevez, c'est comment noter. Notez les sons que vous entendez. Et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Allez chercher à l'intérieur de vous à chaque fois que je pose une question. Si jamais vous avez une idée d'objet qui vient, vous notez aussi. Notez tout.
Et pour l'instant, vous mettez cette idée de côté. On s'en fiche de ce que c'est. Ce qu'on veut, nous, ici, maintenant, c'est comment il est cet objet qui attire votre attention à ce moment-là. Peut-être que l'objet a une odeur. Sentez, respirez, notez l'odeur. C'est normal si je vide dans les questions. Tiens, pourquoi pas maintenant vous posez l'objet par terre et vous le regardez de dessus. Du dessus, la forme, les couleurs, c'est comment? Faites un croquis, notez les couleurs. Vu du dessus, l'objet il est comment? Et vous pouvez vous dire, tiens, vue de face, de côté, vue d'en dessous. Faites un petit croquis à chaque fois que vous avez une forme. Ok, maintenant, on va laisser de côté cet objet et vous êtes dans cet ici et maintenant qui est un moment plus tard de votre vie. De nouveau, on s'en fiche de quand et où et quoi pour l'instant. Vous êtes plus tard, observez dans ce lieu, dans ce moment, si vous êtes forcément dans un lieu, observez, regardez autour de vous. Là où les couleurs que vous percevez, c'est comment noter. Notez juste ce qui vient, même si c'est des petites bribes, on s'en fiche. Il y a peut-être des odeurs dans ce moment-là, dans ce lieu. Inspirez, notez ce que vous sentez. Il y a peut-être une ambiance sonore. L'ambiance sonore, elle est comment? Notez ce que vous entendez dans ce lieu à ce moment-là. Vraiment, faites comme si vous y étiez ici et maintenant. Parce que quelque part, oui, vous y êtes déjà. Prenez conscience maintenant du geste ou des gestes que vous faites dans ce lieu. Vous êtes en train de faire quelque chose, de vivre quelque chose. Vous êtes dynamique d'une manière ou d'une autre. Prenez conscience du geste ou des gestes et prenez conscience de comment ça fait en vous. Notez. Peut-être, probablement, quelque chose dans cette scénette, si vous voulez, dans ce moment, dans cette situation, qui se passe et qui attire votre attention par ailleurs. Ce qui se passe, c'est comment? Observez, regardez, prenez conscience de ce qui se passe et notez comment ça est. Les actions, les activités, ce qui est en train de se produire. Décrivez comment c'est. Notez tout ce qui vient. Une dernière question, on arrêtera là. Il y a probablement quelque chose d'autre que vous avez perçu, mais que vous n'avez pas conscientisé, vous n'avez pas eu le temps de noter. Qu'est-ce que vous avez perçu que vous n'avez pas encore noté? Prenez conscience, rappelez-vous, notez. Et si vous avez une idée de ce que ça peut être comme situation, aussi vous notez, et pour l'instant vous le mettez de côté. C'est votre personnalité qui veut comprendre ce que vous percevez. Ça, vous le mettez de côté, c'est-à-dire que vous le gardez, mais vous le considérez avec moins de valeur que le reste. Une fois que c'est fait, vous posez simplement l'attention que c'est fini, et de vous souvenir le moment où vous allez vivre, de revenir dans vos notes. Et vous pouvez bien sûr relire vos notes de temps en temps. Et j'attends vos messages. Je vous montre l'objet qui servait d'aide à déclencher. Okay. Mettez de côté toutes vos idées a priori, etc. Restez neutre. Et quand j'arrive avec l'objet, là, vous pouvez analyser et chaque information perçue, vous dire « Ouais, c'est très important de générer de l'émotionnel positif sur tout ce qui est bien perçu. Si jamais il y a des choses qui ne correspondent pas, c'est normal, puisque votre objet n'est pas forcément exactement le même. On est d'accord? Et là, vous restez émotionnellement neutre. Évitez de vous flageller. J'arrive de suite.
J'ai piqué ça dans le Airbnb où je suis. Mais je le rapporte tout à l'heure. Allez, ben merci à vous d'avoir joué le jeu. Il nous reste 3 minutes, c'est ça? Oui? Ok. Bon, j'ai cramé 5 minutes. Voilà, si vous avez une question, 2 questions, on y va. Laure, est-ce que tu peux remettre le deuxième micro, s'il te plaît, en... Je m'appelle toujours Hervé. Merci, bravo Hervé. Et je vais me retarder de ta femme. Je l'ai rencontrée le 29 novembre 2011 à 20h15 en haut d'escalier du Fouquet. Ok. Je ne la connaissais pas, je ne le connaissais pas. Oui. J'ai su que ça serait ma femme. Ouais. On était mariés, elle et moi, et on s'est mariés 2 ans, jour pour jour après. C'est Bravo. l'intuition. Déjà, merci pour le partage. Alors, d'un point de vue formel, je ne peux pas répondre et personne ne peut répondre. Mais en tout cas, si ça n'en est pas, ça a toutes les couleurs et les saveurs. Donc, mais en tout cas, d'un point de vue pro, on ne peut pas être sûr à 100%, ok, mais d'un point de vue probabiliste, je dirais, c'est fortement probable. C'est fortement probable. Pourquoi je dis qu'on ne peut pas savoir à 100%, c'est que vous êtes les deux, ne serait-ce que vous, Hervé, à la base, vous êtes acteur dès le départ. C'est-à-dire que vous avez une idée et vous êtes acteur sur la manifestation et la réalisation de cette idée. Mais d'où vient cette idée? Est-ce qu'elle a été générée intellectuellement, intuitivement, émotionnellement, tout ça en même temps? On ne peut pas vraiment formaliser, on ne peut pas vraiment savoir. Et j'ai envie de dire ici, on s'en fiche un peu, quoi. Mais merci de votre question quand même. Mais on ne peut pas répondre, voilà. En fait, on peut être sûr que c'est de l'intuition en conditions de laboratoire. Dans la vie de tous les jours, on ne peut pas être sûr à 100%. Mais à la limite, on s'en fiche. Si on a pris une décision qui est une décision où on voit ensuite que c'est extrêmement pertinent pour notre vie, peu importe si c'est l'intuition ou autre chose. Est-ce que l'exercice qu'on vient de faire, on peut se l'auto-faire? Oui, on peut se l'auto-faire. C'est-à-dire que bon là c'est très très court. L'idée c'est de vous embarquer dans quelque chose très rapidement, etc. Et le gros de l'apprentissage, quand on veut être, je vais utiliser des grands mots, mais c'est les mots en tout cas qui me conviennent, quand on veut être performant, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est la haute performance. Notamment intuitif bien sûr, mais quand on veut être performant dans la mobilisation et l'usage au quotidien de l'intuition, bien évidemment qu'on va se guider soi-même, c'est-à-dire qu'on va se questionner, on va être attentif, on va se mobiliser, on va se mettre en action tout soi-même. Okay. Donc vous pouvez au départ commencer par des petits audios par exemple qui font 15 minutes, vous pouvez en trouver sur votre site internet. Par exemple, vous pouvez vous enregistrer vous-même, ou vous posez des questions sensorielles. En fait, au départ, c'est toujours la même ritournelle. Et il faut toujours commencer par un lieu ou un objet, et ensuite raccrocher à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut savoir. Donc on peut se questionner soi-même, et quand on a appris à le faire, eh ben, on va être capable de le faire très très très, très vite. Et je vais raconter juste une anecdote. Marie-Estelle, ma collègue, il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, je lui dis je vais t'emmener pour faire de l'entraînement on avait un projet d'archéologie, elle n'avait jamais fait, et comme entraînement, je lui dis je t'emmène dans un site archéologique. Et elle me dit billet coup de fil. Et j'avais acheté des billets coup de fil en effet. Et je lui ai dit mais comment t'as fait? Et elle s'arrête encore une seconde, et je vois qu'elle se marre. Et puis elle me dit catacombes. Et j'avais acheté les billets coup de fil pour les catacombes. Mais elle n'a pas sorti ça comme ça. C'est-à-dire que dans sa tête, elle s'est posé toutes les questions que je vous ai posées, mais à la vitesse de l'éclair.
C'est-à-dire qu'elle a mis de côté ses idées préconçues pendant que je parlais. Elle s'est posé 2, 3, 4 questions, billet coup fil, ça je ne sais pas comment elle a fait, parce qu'elle m'a jamais dit. Et ensuite, catacombe, elle s'était posé les questions, les couleurs c'est comment? Sombre, noir. Les formes c'est comment? Comme ça, c'est une nœud. C'est souterrain, catacombe. Donc elle s'est bien posé des questions, et quand on a l'habitude, en fait, on va se poser des questions très vite, et ça devient une compétence inconsciente, comme n'importe quoi qu'on va travailler. Et à un moment donné, on ne sait même plus comment on fait, on l'a fait. Donc c'est de l'entraînement. On se met un objectif dans notre futur? Oui. Enfin, si vous voulez des informations, si vous voulez des réponses, vous avez à vous poser des questions et donc à vous donner un objectif. Obligatoirement, oui. C'est-à-dire qu'on passe d'une capacité qui est spontanée et inconsciente à une compétence qui est contrôlée, consciente. Ça va? Cette question subsidiaire, ça va avec un des derniers romans de Laurent Gounel? Tout à fait. Oui, si vous lisez la préface, c'est marqué « Ah, Alexis Choupieux ». C'est parce que dès le départ, on l'a accompagné dans sa formation à l'écriture, puis c'est devenu un ami depuis, tout à fait. Et l'observation. Comment? Ah oui, bien sûr, on peut faire des formations. Oui. On en donne 80 par an, globalement. Ouais. Merci infiniment. Je suis la gardienne du temps. Merci beaucoup, Alexis. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.